Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité. Je suis désolée d'avoir arrivé juste en dernier moment. J'étais très prise avec des cours à l'université. C'était pas possible de m'échapper avant. Et je regrette beaucoup parce que j'aurais bien aimé de participer dans les discussions que je pense que bon, la recherche que j'ai développée, il y a beaucoup de choses en commun avec ce qui a été présenté avant. Et c'est dommage que je n'ai pas pu être là pour en voir d'autres contributions très intéressantes. Alors moi, je veux parler de l'analyse technique dans l'art paléolithique, surtout dans l'art mobilier, mais aussi dans l'art pariétal, et comment les gestes techniques et l'apprentissage technique peuvent nous aider à en avoir des informations par rapport à la société et en concret à l'existence des spécialistes et d'une hiérarchie dans la société paléolithique. Je suis désolée. Mais... Ouais, le micro n'est pas optimal. Est-ce que tu veux absolument rester debout ou utiliser l'autre micro? Ou alors, oui, effectivement, comme t'écarter de l'autre micro, en fait. De celui-là? Voilà. D'accord. Oui, il faudra tendre le bras pour changer les diapos. Okay. Bon, alors, vous m'entendez bien? Sinon, je peux parler plus fort. Hein. C'est bon? Et cette recherche se base sur la prise de l'art comme une source de données pour la société, pas seulement comme une source de notions esthétiques, mais sinon, du point de vue technique, comme une source d'information aussi tant sur l'individu, par exemple, concernant son expérience, son âge ou son apprentissage, aussi sur le groupe, la relation entre les sites, la spécialisation de certains sites, comme nous venons de voir pour le cas de la parure, c'est aussi une information qu'on peut en tirer de la production d'art. Et du point de vue de la société, la démographie, je crois que là, la présence d'un nombre, un grand ou moindre nombre de productions d'art peut nous donner des informations du point de vue de la démographie, mais aussi sur la hiérarchie des sociétés et dans le paléolithique, c'est cet aspect dont on parle en ce moment pour ce colloque. Évidemment aussi, les changements culturels, c'est classique pour les analyses de l'art. Alors, pour analyser tous ces aspects, il y a trois questions principales. Les individus qui ont réalisé l'art, comment ils ont appris et quelle est la signification sociale de cet apprentissage au sein de la société, et des éléments d'analyse que j'ai développés dans ma recherche pour essayer de répondre à ces trois questions. Et pour cela, je réalise des expérimentations, des analyses des évidences archéologiques au moyen de microscopes, et aussi des analyses quantitatives pour essayer d'avoir une certaine certitude du point de vue des probabilités statistiques des résultats. Alors, j'ai suivi le moyen d'analyse des chaînes opératoires, que c'est commun à beaucoup d'études dans le registre archéologique, pas seulement pour l'art, qui prend en compte tout le processus qui est lié à la création de motifs artistiques, de la préparation du support au décor, au processus après décor, comme peut être l'abandon, le déchet ou la destruction dans le cas de l'art mobilier. Et aussi, après, j'ai pris 3 niveaux d'analyse. C'était, comme je viens d'expliquer, l'expérimentation, une analyse microscopique des objets expérimentaux ainsi que archéologiques, et une identification des stigmates techniques qui permet de reconstituer un savoir-faire, qui c'est la finalité de cette étude technique. Alors, j'ai développé plusieurs expérimentations, pas seulement moi, sinon avec 2 autres personnes pour essayer aussi d'apprendre la diversité individuelle, surtout liée à la production d'art, qui est toujours très liée dans notre esprit actuel à l'existence d'une génie individuelle. C'est pour ça que j'ai essayé de diversifier l'expérimentation avec plusieurs personnes pour essayer de voir effectivement
dans quel point le talent individuel pour réaliser des motifs esthétiques intervient dans la production artistique. Après, cette production a été analysée du point de vue de l'analyse microscopique dans le but d'identifier les stigmates techniques qui permettent de reconstituer le geste créé soit expérimentalement, soit archéologiquement. Et cette analyse m'a permis d'identifier quelques indices. Et ces indices sont relatifs à la construction du motif, etc. Mais il y a quelques-uns qui sont plus intéressants puisqu'ils nous révèlent des difficultés au moment de réaliser des motifs artistiques. Les indices techniques sont beaucoup plus évidents dans le cas de la gravure que dans le cas de la peinture. Parce que la peinture, la traçologie de la peinture est beaucoup moins lisible, il laisse beaucoup moins d'informations du point de vue de la reconstitution du geste. Par contre, la gravure enregistre très bien le processus de création et les accidents qui vont lier à cette création. Et c'est les accidents où j'ai trouvé plus d'informations puisqu'ils m'ont formé sur les difficultés techniques liées à la production d'art. Ces difficultés sont des difficultés difficultés liées à la mécanique du geste, au contrôle du burin et à la difficulté de réaliser des motifs par la résistance du support. Alors, il y a plusieurs types de difficultés. Et une très habituelle, c'est la difficulté d'approfondir un seul sillon. Et au moment d'essayer d'approfondir un trait, c'est très difficile parce que ça soit sur os, que ce soit sur calcaire, le support est très dur et le burin est difficile à utiliser, à manier. Et cela nous donne des erreurs comme celles qu'on retrouve sur l'image, des décalages d'incision au lieu d'avoir une seule incision très profonde. En principe, c'est l'objectif qu'on recherche quand on fait une gravure parce qu'on essaye que la gravure soit visible. Alors il faut approfondir parce qu'en seul trait, normalement, on ne voit rien si tu passes seulement une fois. Il faut passer plusieurs fois pour que ça soit visible, on puisse la repérer sur le support. Une autre difficulté au moment de réaliser des traits, c'est la difficulté de réaliser des traits incurvés. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'était un fragment d'os hyoïde, comment ça s'appelle en français? La nuez. L'os d'ici. Bon. Pas grave. L'os hyoïde, oui. Il n'y a pas un nom colloquial pour ça, la nuez, la noix en espagnol, le noix. Oh. Ah. Je sais pas. Oui. Bon, alors, c'est un fragment d'os hyoïde avec deux têtes de bison. Je vous explique parce que je ne sais pas si vous voyez très bien. Bon, il y a deux têtes de bison symétriques dans les deux côtés de l'os. C'est à Las Caldas, c'est un os gravé de Las Caldas, du Magdalénien. Et là, au moment de réaliser le trait de la corne de bison, l'artiste a retrouvé des difficultés. Vous avez un pointeur peut-être? Ah d'accord, ah, super. Oui, voilà. En plus, c'est intéressant parce que sur le profil gauche, il n'y a pas eu de problème parce qu'il était très probablement un droitier. Mais le profil droit, il retrouve beaucoup plus de difficultés techniques. Et entre ces difficultés techniques, il a eu des problèmes au moment de réaliser des traits incurvés parce que, comme le support est très dur, c'est très normal de s'accrocher en lieu d'avoir une courbe comme on voudrait faire en principe. Une autre difficulté qu'on retrouve, c'est toujours Las Caldas, le même gisement en Asturie, et des rectifications. C'est très, très courant. Bon, très courant. Normalement, on retrouve des problèmes de dessin. Si on fait une partie du motif avec des dimensions incorrectes, par exemple, on rectifie et on refait cette partie du motif ou les motifs entiers dans les dimensions souhaitées. On rectifie. On n'efface pas. Au moins, dans le registre que moi j'ai étudié, je n'ai jamais retrouvé des figures effacées, seulement rectifiées. Aussi, bon, des autres
évidence, ici à la Scaldas toujours, un fragment de diaphyse avec un cheval où on retrouve ces mêmes problèmes d'approfondissement dans ce sillon et de réalisation des traits incurvés. On retrouve des accrochages, des duplications des traits involontaires. Et aussi, une autre caractéristique de ces indices techniques qui montrent des difficultés techniques, c'est les incisions avec une très faible profondeur d'incision. C'est le fait qu'on ne contrôle pas les burins. On ne sait pas exactement dans quel point du burin on est en train de réaliser parce que c'est très difficile de contrôler exactement le point que tu veux pour avoir le profil d'incision que tu recherches. Alors, dans ces genres de représentation avec des difficultés techniques, on retrouve ces incisions très très peu profondes. Ici, c'est un exemple du Sturitz. C'est une tête de biche sur un fragment de diaphyse toujours, avec plusieurs de ces erreurs que je viens de remarquer. Par exemple, la difficulté d'approfondir un seul sillon dans le trait qui forme la ligne du front, ou dans l'œil, on voit aussi cette difficulté de réaliser des traits incurvés qui donnent ces accrochages et cette rectification. Il y a eu plusieurs ébauches de l'œil jusqu'à la forme finale. Ces difficultés, on les retrouve aussi dans l'art pariétal, avec un nombre beaucoup moins important, quelquefois sur des supports extrêmement durs, comme c'est le cas d'Otsoselaya, c'est dans les Pyrénées. Et cette figure de cheval est gravée sur un support très très dur. Et là, on retrouve au moment, par exemple, de réaliser l'œil, des sorties de l'outil, parce que effectivement, c'est très très difficile d'approfondir un trait ici. Je vois, même je ne sais pas si vous voyez l'œil, parce qu'il est presque impossible de faire un sillon sur ce support. Il est extrêmement dur. À Hornos de la Peña, voilà, ça c'est dans les Cantabres, et aussi au Magdalénien, un cheval gravé qui est ici. Ça c'est la queue, la tête, les pattes avant, qui est sous la calcite actuellement. Et qu'on retrouve aussi des difficultés aussi dans la forme en général. Les proportions du cheval sont pas très correctes. Par exemple, le ventre, aussi la proportion du arrière-train par rapport de l'avant-train par rapport à l'arrière-train. Mais aussi, on retrouve des problèmes à un moment de réaliser les pattes et des rectifications dans le maxillaire du cheval. Par opposition à ces problèmes, ces difficultés techniques, on retrouve tout le contraire des évidences d'absence de difficultés et ce que je nommais comme des indicateurs d'expérience. Entre ces indicateurs en général, c'est l'absence de problèmes. C'est tout le contraire de ce qu'on vient de voir. Des variétés de profils d'incision, ça veut dire qu'on contrôle les burins et on peut réaliser des incisions selon le profil qu'on recherche. Ce qui est très très difficile, par exemple dans cette figure, que provient du Sturitz, aussi du Magdalénien. C'est un os d'oiseau et la figure elle mesure comme ça. C'est très petite, ça c'est une image au microscope électronique de balayage. Et on voit par exemple qu'il y a une différence d'utilisation du profil entre l'œil, la ligne du front et tous les pélages dans l'intérieur de la figure. Évidemment, il n'y a pas de problème aussi non plus d'approfondissement de l'incision ni des accrochages au moment de réaliser des traits incurvés. Et aussi, il y a une très grande précision du geste. Qu'est-ce que c'est une précision du geste? Bon, selon ce que j'ai pu voir, cette figure, par exemple, dans l'échelle où on est, à l'échelle microscopique, voilà, ça c'est 200 microns. Chaque incision aurait environ 1 millimètre. Et on voit qu'entre les unes et les autres, il y a toujours la même distance. Ils ont toutes les mêmes dimensions. Et il faut tenir en compte que si la pièce est comme ça et tu as la main et le burin,
et c'est très très difficile même de voir ce que tu es en train de faire et même avec ces difficultés, de ne pas te tromper et avoir toutes les incisions exactement avec la même proportion et le même décalage entre les unes et les autres. Et il y a d'autres pièces, à Isturiz par exemple, où on voit ces rangs de petits traits qui sont même invisibles à l'échelle macroscopique. On ne les voit pas à l'œil nu, on ne les voit que sous le microscope électronique à balayage ou sous des éléments d'augmentation de l'image. Et bien évidemment, non plus on retrouve des rectifications. À Churra, c'est un nouveau logement qu'on vient de découvrir au Pays Basque, en Espagne. On retrouve aussi ces indicateurs d'expérience. Par exemple, dans ces chevals, vous voyez le cheval gravé sur la paroi argileuse. On retrouve ces recherches de différents types de profils d'incision en fonction de la partie de la figure qu'on est en train de réaliser. Vous voyez ici la tête du cheval, les oreilles et la ligne du front. L'œil, ils ont été réalisés avec un trait profond en V, une section en V, tandis que la crinière et la partie extérieure de la ligne du front, ils ont été réalisés avec un trait beaucoup plus large et moins profond. Ça veut dire que ça donne à l'œil nu, quand on le regarde, une différence de texture entre le trait, ce qui était sans doute recherché pour l'artiste qui a réalisé la figure. Et cet exemple provient de la grotte de Torre, en Guipúzcoa. C'est aussi un fragment d'os d'oiseau qui a été décoré dans tout son contour. Ça, c'est un déroulé photographique de tout le contour, comme si on faisait comme ça, sur une plâtre de l'os, et on avait tous les décors en continu. Il faut tenir en compte la dimension de l'os, et savoir que au moment d'être gravé, l'artiste il voyait environ ça. C'était pas possible de graver toutes les figures d'un même coup. Il fallait tourner progressivement le support pour pouvoir graver ces figures. Et aussi, il faut tenir en compte que l'os d'oiseau il est très difficile à graver parce que c'est un support très minéral qui est plus dur encore que les os des herbivores, par exemple. Malgré toutes ces difficultés, qu'il faut rouler la pièce à un moment, tandis que tu la graves et qu'elle est très, très, très petite, parce que ça, c'est environ 2 mm, bon, on ne retrouve pas de problèmes, ni de problèmes de délinéation, ni de problèmes techniques liés à l'approfondissement, à la réalisation de traits incurvés, etc. Et bien évidemment, cette précision de l'incision qu'on voyait par exemple aussi à Isturiz. Aussi la réalisation de décors en relief, comme les très fameuses décors des baguettes spiralées à Isturiz. Ça, du point de vue technique, c'est aussi toujours très compliqué d'approfondir un support comme c'est le bois de cervidé, que c'est assez compliqué à travailler. Et aussi du point de vue de la forme, l'utilisation de le relief différentiel. Le relief différentiel, là, c'est Isturiz, c'est le grand pilier. Le décor qui orne ces panneaux, c'est un renne, une biche, une autre biche plus petite ici. C'est des figures entremêlées. Et le relief différentiel consiste à créer différents plans entre différentes figures ou différentes parties d'une figure. Par exemple, dans le cas du renne, de la figure principale du panneau, du grand renne, on voit que le traitement des pattes montre qu'il y a eu une réalisation en plusieurs niveaux. Ça veut dire que la figure, on la voit en plan différent par rapport à le spectateur. L'artiste, au moment de réaliser la figure, il a réalisé d'abord la patte avant, la patte droite avant. Après, il a réalisé le corps, le poitrail, le ventre. Il a abaissé tous les contours. Il a réalisé la patte gauche. Il a abaissé de nouveau le contour. Ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4 plans différents
par ébaissement progressif du contour externe des parties de la figure, ou aussi on retrouve avec des cas de différentes figures, comme c'est le cas de la pièce de Logéribas, la femme aux rennes. Et on retrouve la même chose, par exemple, ici sur les genoux du renne, on voit bien ces plans successifs. Ça, c'est très compliqué du point de vue aussi technique que formel, parce qu'il faut réaliser la figure. Et on commence par la partie plus proche du spectateur, que ce soit la patte droite, que ce soit la corne droite. Il faut tenir en compte cette proximité au spectateur pour réaliser formellement la figure. Et après, techniquement, réduire toute la partie externe, etc. Et finalement, pour les artistes qui ne font pas des erreurs, on retrouve aussi qu'ils utilisent des techniques combinées. C'est un peu ce qu'on voyait pour le relief différentiel. Ça veut dire qu'ils ne font pas seulement des gravures sans des erreurs, sinon qu'ils utilisent des supports qui sont très, très transformés. Par exemple, c'est les contours découpés et perforés. Par exemple, ici, cette dent de cachalot de la Scalda, ça a été très, très modifiée avant d'être gravée, percée, etc. Il y a tout un traitement du support qui est lié à la conception artistique de la pièce. Ici, à la Garma, c'est pareil. C'est une phalange de bovidés qui est percée dans ce sens-là et qui a un décor en péricylindrique dans tout son contour d'une figure d'un auroch qui a été réalisée en relief aussi, relief différentiel pour le pattes. Tout le contour a été abaissé et avec tout une très grande élaboration du décor interne de la figure. Par rapport au support, on retrouve une différence très notable entre ce qui est gravé par les artistes qui ne font pas d'erreur et les objets qui gravent les artistes qui ont des problèmes techniques. Du point de vue des objets plus élaborés, c'est-à-dire des objets de l'industrie osseuse ou des objets de parure, on retrouve que la plupart ont été gravés par des artistes expérimentés, des artistes qui ne font pas des erreurs techniques, tandis que les artistes qui n'ont pas d'expérience et qui ont beaucoup plus de problèmes au moment de faire des éléments, des motifs artistiques, normalement réalisent ces décorations sur des supports indéterminés qui ne sont pas non plus traités ni préparés, tout simplement gravés. Des déchets normalement et de restes de nos industries de faune, etc. Ces données, ils ont été processées avec des analyses quantitatives, des analyses factorielles de correspondance dans ces cas-là, dans le but d'avoir une probabilité statistique par rapport aux résultats. Et ce qui montre l'analyse factorielle de correspondance en combinaison avec des tests statistiques comme le Z-score, c'est qu'il y a deux groupes très clairs dans le corpus que j'ai étudié par rapport à l'art mobilier. Dans ces cas-là, on retrouve deux gisements majeurs du Magdalénien pyrénéen et Sturitz masse d'asile liés à des objets réalisés en bois et avec un niveau d'expérience très haut, avec une probabilité de 93% que ces résultats ne sont pas dus à l'échantillonnage, tandis qu'un autre groupe avec des gisements cantabriques, la Garma et la Scaldas, toujours au Magdalénien, qui sont liés à des objets inexpérimentés et des supports qui n'ont pas de fonction, avec une probabilité de 98% de ne pas être dû à des problèmes de l'échantillon. Alors, ces résultats nous permettent d'avancer qu'il y a un apprentissage technique, que l'artiste paléolithique, il était, bien sûr, ils étaient doués et des talents innats, mais ils avaient aussi un processus d'acquisition des connaissances techniques qu'il faut avoir. C'est pas inné, c'est ça.
Alors, c'est la gravure au moins, mais sûrement aussi la peinture, c'est un processus qu'il faut acquérir des connaissances techniques. C'est un processus très difficile. Alors, si on confronte ces résultats du point de vue du territoire, j'ai fini déjà, on retrouve des différences au niveau des sites. Isturitz, c'est un cas très, très clair, avec une production de des milliers d'objets. En ce moment-là, on aurait un millier d'objets ornés, dans les paléolithiques beaucoup plus, sans doute, avec beaucoup de différences, avec une grande production, avec une grande qualité technique, des supports très spéciaux, comme c'est le cas de l'arbre, ou on a l'ivoire, etc., de l'os de baleine. Et un indice de qualité technique, c'est l'indice que j'utilise pour montrer quel est le rapport entre les indices d'expérience et d'inexpérience, très haut par rapport au global. Isturitz se situe entre les gisements que j'ai étudiés, dans le niveau des sites, on dirait avec une très grande présence d'artistes à un autre niveau d'expérience. Et aussi une production en série, parce qu'il y a quelques exemples très connus, le contour découpé, il y a trois, il y en a beaucoup plus, les rondelles, des décors de têtes de bison sur des côtes, une production standardisée d'objets sur un même type de support, les mêmes dimensions, les mêmes caractéristiques formelles, mais réalisées par des mains différentes. Ça, c'est important. Et aussi, en dernier lieu, Isturitz est représentatif parce qu'il a exercé, on dirait, une influence artistique sur des sites contemporains, entre guillemets, comme Las Caldas, évidemment les relations avec le Mazasil, ou ici en Dordogne. C'est un site qui a eu une vaste influence artistique, parce qu'on retrouve des objets qui sont ici nombreux, mais on le retrouve ailleurs, très semblable. C'est qu'on pourrait envisager un schéma dans le Magdalénien au moins, que c'est une période de forte unité culturelle entre la région cantabrique, la Dordogne et les Pyrénées, de quelques supersites qui ont une aire d'influence primaire et plus secondaire plus élargie pour cette production d'objets d'art. Ces liens intersites, on le voit clairement entre les Pyrénées et la région cantabrique. La façon de faire les figures, c'est un type de représentation qui soigne beaucoup le détail et ses caractéristiques et montre ces liens intersites. Et aussi la forme dont ces figures sont représentées nous montre que les artistes au moins au Magdalénien, qui habitaient ces trois régions, apprenaient selon des modèles qui reproduisaient pas seulement la technique. On a vu la technique est difficile, la gravure est difficile, il faut acquérir ces connaissances, mais aussi du point de vue formel. La forme aussi était réglée, était préétablie et était reproduite par les artistes paléolithiques. Alors, si on résume ce qu'on peut en tirer de ces informations, on peut avoir qu'il y a des sites qui sont des sites à production artistique, des super sites, Isturitz, ça serait un exemple, une production en série de certains objets, en Isturitz aussi on peut voir ça, un accès différentiel aux matières premières, aussi tant dans l'art mobilier qu'aux parois. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'art pariétal, mais ce qu'on retrouve sur l'art pariétal, c'est qu'il y a beaucoup moins d'indices d'inexpérience, c'est-à-dire que pour réaliser des motifs sur les parois, il fallait avoir déjà des connaissances techniques. Pas tout le monde pouvait accéder aux parois pour faire des représentations. Aussi la production qui augmente surtout au Magdalénien, ce qu'on appelle une économie artistique, il y a une production d'œuvres d'art en nombre très, très, très grand, et l'apprentissage artistique. Tout ça nous dit qu'au moins on peut avoir d'une catégorie d'artistes qui étaient experts et cette catégorie était socialement reconnue. C'est-à-dire que si tu n'avais pas un certain niveau,
tu n'accédais pas aux parois, tu n'accédais pas à certains matériels. Et très probablement, tu n'accédais pas à certains lieux. Mais cette partie, c'est beaucoup plus difficile à prouver. Alors, s'il y avait une catégorie d'artistes experts, est-ce qu'ils étaient demandés de faire des objets? Est-ce qu'il y avait un excédent alimentaire pour les... oui, c'est ça, pour les nourrir. Et on avait une accumulation de ressources, et pas seulement de ressources du point de vue de la nourriture. Par exemple, à la Garma, vous savez, c'est un gisement avec le sol intact depuis les Magdaléniens, et on retrouve au milieu des Cantabres des accumulations de bois de renne, tandis que dans le Cantabre, il n'y a pas de renne, et on ne travaille pas le bois de renne. On travaille le bois de cervidé, normalement, de cerf. Et à la Garma, on retrouve cette accumulation. Ils ont accumulé le bois de renne. Alors, s'il y avait une accumulation de bois de renne, c'est possible qu'il y avait une accumulation de ressources, et qui était aussi liée, évidemment, à la production d'œuvres d'art. Alors, tout ça pour en finir qu'il y a beaucoup de questions qu'on ne sait pas encore. Cette statue de l'artiste était d'ordre religieux ou c'était un artisanat? De mon point de vue, il y a très probablement un mélange de ces concepts dans ces traditions. Après, pour aller plus loin, je ne sais pas. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivia pour cette contribution très puissante, cette question d'expertise, de spécialisation qui a déjà été abordée de manière assez fréquente. On voit que tu restes cependant très réservé sur les conclusions, mais peut-être que d'autres franchiront le pas dans des questions. Emmanuel, je pense que ça peut alimenter un petit peu ton... J'ai plein de questions, mais je vais abonder dans le sens d'Olivia dans 10 minutes, un quart d'heure, donc je me réserve, mais évidemment, je souscris beaucoup à ce qui a été dit. On a d'autres réactions. Charles Stepanov. Merci beaucoup pour ce très bel exposé. Je voulais savoir, vous parlez d'expérimentation que vous avez menée. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il s'agissait de reproduire des images du Paléolithique supérieur? Et en combien de temps est-ce que les individus arrivaient à une certaine qualité technique? Alors, est-ce qu'il pourrait nous donner des indications sur le temps d'apprentissage? Alors, pour l'expérimentation, je fais plusieurs fois. Et la plus large que je fais, c'est environ 30 personnes de différents âges, entre 18 et 70. Et certains experts, les experts, c'était des gens qui sont habitués à utiliser des burins, par exemple des gens qui font des reproductions artistiques pour les musées, etc. Et un expert qui n'avait jamais pris un burin, il ne savait rien. Alors ces gens, je faisais faire un dessin libre, tout d'abord, dessiner un cheval sur un papier. Après, je les faisais faire un cheval, de nouveau, toujours la même figure pour pouvoir comparer, sur un support tendre, plâtre, avec un burin. Et en dernier moment, je le faisais faire sur un support dur, une cote de bobidé, avec un burin. Les mesures de temps, c'était libre. Je laissais le temps qu'ils avaient besoin. Tout s'était enregistré pour voir les paramètres de geste, etc. Et le résultat, c'est que, au niveau des experts, les experts, et après l'analyse et la production des experts, mesurée avec les catégories que j'utilise pour les paléolithiques, les cadrer les experts dans les experts paléolithiques, c'est-à-dire que si la catégorisation numérique que je fais, c'était -10, le pire, et +10, le mieux. Et le 0, c'est moyen, on dirait, non? Alors, les paléolithiques sont, le pire, c'est -6, et le meilleur, on a +10. Entre l'expérimentation actuelle, le pire, c'était -10. On arrivait jusqu'à -10, mais il n'y avait aucun qui supérait le 1. Ça veut dire qu'actuellement, moi, je ne vais pas retrouver, j'aimerais bien en avoir
quelqu'un qui puisse utiliser et graver comme au paléolithique. Les résultats sont... Ça veut dire que même les gens qui sont habitués à utiliser un burin sont incapables de réaliser une gravure au niveau... Bon, je ne demandais pas des choses très compliquées. Ils utilisent des burins, mais peut-être pas sur les mêmes supports. Non, sur l'os, sur le bois, ils ont été habitués. Donc des gens qui ont déjà gravé avec burin sur os ou sur bois. C'est ça. D'accord. J'ai une question, juste la suite de ça. Par rapport à cette expérimentation, donc, vous dites que vous avez fait appel à des experts. Est-ce que c'était des experts parce qu'ils savaient utiliser des burins ou est-ce que vous avez fait appel à des gens qui sortent d'écoles d'art, par exemple Non, ça c'est la prochaine que je veux. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de plus que un. Je pense pas, mais ça je vais le faire parce que je vais tester exactement ça. Mais je crois qu'il y a des difficultés liées à tout simplement au maniement de l'outil. Parce qu'il y avait des gens qui dessinaient très bien quand je fais les dessins. Et je faisais faire le dessin sur papier. Il y avait des gens qui faisaient très très beau. Et sur l'os, c'était la catastrophe. Beaucoup de problèmes de proportion et beaucoup de problèmes techniques. Et après, ils l'ont fait qu'une fois. Oui. Donc il y a peut-être aussi l'habitude au support, oui. un ajustement de l'artiste à son nouveau support et à son nouvel outil peut-être. Oui, oui. Je vais continuer à expérimenter parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre sur ça. Et s'il y avait un autre biais qui était l'interprétation de départ de ces reprises de traits qui seraient des maladresses, mais qui pourraient peut-être, j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de l'art, être un style. Oui, ça a été beaucoup dit d'ailleurs. Par exemple, certaines pièces de la Scalda avaient été interprétées comme ces contours multiples comme recherchés. C'est possible, mais c'est vrai que quand on retrouve quelqu'un qui ne sait pas faire, par exemple dans cette interprétation et expérimentation que je fais, et on retrouve ce problème. Alors je pense plutôt que ça c'est un problème lié au maniement des outils. Ça peut être recherché, mais la plupart du temps je crois que non. Qui cherchait de faire des sillons profonds, parce que tu vois que ça se voit, sinon ça ne se voit pas. Oui, c'est ça, on voit bien que c'est un repentir. Oui, c'est ça. C'est pas simplement... Oui, c'est pas... Oui. Oui. Oui, je voulais savoir si finalement vous faisiez un lien entre l'existence de cette catégorie d'artistes experts et la présence d'inégalités au Magdalénien en l'occurrence. Parce qu'on sait qu'il y a également des experts en industrie lithique. Bien sûr. Voilà, et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et par rapport aux experts dans d'autres éléments du registre, c'est un indice d'inégalité au paléolithique. À mon avis, comment vous le... le rapport entre l'industrie lithique et l'industrie... la prochaine... Pardon, je ne comprends pas. En quoi cette catégorie d'experts artistiques induit des inégalités, selon vous, ou non, dans le paléolithique, enfin au Magdalénien? À mon avis, non. À mon avis, il y avait... On a l'art pariétal avec évidemment des experts, c'est toujours des experts, et des gens qui contrôlent aussi tant la technique, qui contrôlent la forme, et en plus qui font des innovations. Alors, si sur les parois on retrouvait un peu n'importe quoi et plus de variété, on dirait que c'était un art beaucoup plus libre. Hein, que ça pourrait être lié, je sais pas, que c'était plus démocratique. Mais ce qu'on voit sur les parois, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de démocratie dans l'art. C'est qu'ils arrivent à faire un truc sur la paroi, normalement, c'est le top 10. Et parfois, on trouve une figure qui n'est pas très, très bien faite, ou un ensemble qui est un peu moins bien fait, mais il faut tenir en compte les difficultés aussi de faire des représentations sur les parois. C'est les positions par rapport au sol, les difficultés d'accès, il y a la composition, la taille des images en grande, ça dificulte beaucoup aussi la production artistique. Alors, moi, je pense qu'il y avait un apprentissage et c'est probable que cet apprentissage était un peu guidé pour ceux qui avaient un talent inné. Enfin, je me suis glissé dans l'ordre du jour, mais enfin, une fois de plus, je crois qu'on a vraiment intérêt à
à bien savoir de quoi on parle et justement à pas utiliser le mot inégalité sans préciser inégalité de quoi. Voilà. Autant il me paraît évident et même un truisme que des choses qui réclament des talents particuliers sont inégalitaires dans le sens où voilà, ça demande un peu de talent et que tout le monde ne peut pas devenir un champion de chant, un champion de musique, un champion de danse, un champion de chasse, etc. etc. et que donc très vraisemblablement on n'enseignait pas à faire des choses extraordinaires comme ça à n'importe qui. Et voilà, ça c'est bon, moi ça me semble de l'évidence. Alors, c'est un tout autre problème que de savoir si ça traduit des inégalités de richesse. Et là, moi, je l'ai dit hier dans mon introduction, peut-être qu'on peut le démontrer dans certains cas pour certaines raisons, etc. Mais ça ne va pas du tout de soi. Et je reprends mon exemple australien préféré. Vous avez des experts du rituel, par exemple, et donc des gens qui ont été formés pendant des dizaines d'années aux subtilités des mythes, des rituels, des machins, etc. Et c'est pas n'importe qui peut devenir un expert du rituel. Déjà, il faut vivre assez longtemps sans se faire tuer. Bon, c'est pas voilà. Ensuite, il faut de la mémoire, il faut ceci, il faut cela, il faut savoir y faire. Enfin voilà. Ça n'est pas pour autant une société où il y a des inégalités matérielles. Voilà. Donc, à mon avis, le pont entre les deux. On peut en discuter, on peut chercher s'il se fait, mais il n'a rien d'évident, d'automatique. Et il faut vraiment qu'on sache de quoi on parle, parce que sinon... Oui, c'est sûr que la contribution d'Olivia est pas tout à fait axée sur la définition de Testard, qui est celle que tu retiens pour le fondement des sociétés inégalitaires. Ouais. Pas d'autres questions ? Est-ce que vous pensez qu'à apprentissage de même longueur, le fait d'avoir une très petite main, une plus petite main, peut être un avantage fondamental pour les tout petits sujets faits sur des tout petits supports, par exemple des mains féminines? Et ça, j'aimerais bien savoir. Non, c'est une belle question parce que la différence entre les hommes par rapport à, par exemple, à la force ou au geste sont très intéressantes. Et ça, je vais essayer de répondre dans ces questions-là. Mais il y a une question dans la gravure qui empêche un peu ce que vous dites, c'est la force. Parce que la gravure, en fait, c'est un mélange entre force et contrôle. Et il faut avoir beaucoup de force, mais beaucoup aussi du contrôle, parce que si tu mets beaucoup de force, normalement, tu fais n'importe quoi. Alors, c'est le mélange des deux qui est intéressant. Mais je ne sais pas, mais je vais essayer de répondre à ça, oui. Si les femmes qui ont moins de force, peut-être elles peuvent manier mieux l'outil. Sur la question des aptitudes physiques, moi je me souviens d'une référence dans la proto-histoire proche et moyenne-orientale, Jean-Louis Huot, qui avait écrit que la gravure des petits sauts-cylindres qu'on trouve assez au 4e millénaire était probablement faite par des gens myopes parce qu'ils voient mieux de près. Donc effectivement, on peut faire un tas d'hypothèses sur les aptitudes physiques qui prédisposent à des spécialisations. Oui. Il faut avoir une belle vue. Il y avait une dernière question ici par Jean-Marc. Oui, tu as montré donc l'existence de cet art graphique, je parle de l'art mobilier en l'occurrence, de cet art graphique très développé, dans lequel la société investit beaucoup, on va dire, dans le sens où effectivement, voilà, il faut qu'il y ait des gens qui atteignent ce niveau d'expertise, c'est très élaboré, etc. Je voulais te poser la question de la fonction de ces images. Voilà, tu le sais mieux que moi, hein, tu as des objets décorés, donc là à la limite d'accord, un propulseur sculpté, on voit ce que ça peut être par rapport à un propulseur qui n'est pas sculpté, mais tu as aussi beaucoup de choses, je pense la majorité de ce que tu as présenté, qui sont des os gravés, parfois des éclats d'os gravés, des bouts d'os gravés, c'est pas de la parure, ça s'accroche pas, c'est n'importe quel os de faune, mais gravé, et parfois gravé très finement. Qu'est-ce qu'on peut supposer? Qu'est-ce que c'est socialement ça? Voilà, elles finissent où ces images? Elles servent à quoi? Qui les voit? Et pourquoi avoir des supports bien souvent absolument pas transformés, absolument quelconques, et sur ces supports absolument quelconques, un niveau d'expertise dans la gravure qui est vraiment très impressionnant.
Oui, mais ça c'est aussi difficile à répondre. Mais bon, c'est vrai que les artistes experts font normalement des objets plus élaborés. Ils font normalement des industries osseuses ou des objets de parure qui sont sur des supports spéciaux, aussi matières premières plus rares, etc. Et que un expert il se focalise sur des supports accessibles qui sont dans les endroits, normalement dans les environnements des grottes, des objets, des plaquettes ou des fragments d'os. Et à mon avis, par exemple à la Garma, où on a tous les sols intacts, ce qu'on retrouve, et par rapport aux parois aussi, on a des endroits avec des objets liés au traitement de la peau ou des objets d'industrie osseuse élaborés très très bien faits, qui montrent qu'ils ont été réalisés par des experts. Des objets, des plaquettes sans fonction qui sont dans la grotte, qui ont été réalisés par des artistes en experts. Et les artistes en experts, ils font les mêmes choses qu'on retrouve à la paroi. Ces objets qui n'ont pas de fonction, ils ont les mêmes thèmes, les mêmes formes, les mêmes thèmes, les mêmes dispositions des figures qu'on retrouve à la paroi. Alors je me demande si les objets qui n'ont pas de fonction n'étaient pas des ébauches pour apprendre la technique, pour après graver dans les parois. C'est difficile, hein, mais c'est une possible explication à ça, à cette problématique. Et après, il faut tenir en compte qu'on retrouve des objets dans le même sol, mais par exemple à la Garma, moi je dirais que les objets élaborés, ils n'étaient pas faits sur place, ils étaient importés, et peut-être les graveurs qui ont fait ça, ils n'étaient pas à la Garma, ils venaient d'ailleurs. Alors, il y a toujours compliqué. Catherine ? Oui, c'est pas une question, c'est juste une petite remarque. Vous avez vu des pièces sur les diapos d'Olivia. Il y avait notamment le contour découpé de bison dans un os de cétacé. Il est à l'étage au-dessus dans l'exposition temporaire. Ah oui. Et si vous n'êtes pas convaincu sur le degré d'expertise technique qu'il faut avoir pour réaliser des gravures sur des os de cette taille-là, et dessus vous avez déjà au moins 4 images d'animaux, eh ben, allez voir dans la salle d'exposition temporaire. Prenez vos lunettes. Parce que même au niveau visuel, ça devient difficile. Alors, au moment de les faire, j'ose pas imaginer. Merci. On va prendre une pause de 15 minutes. Ceux qui veulent aller voir ces objets ont donc 15 minutes pour le faire et les autres pour s'aérer. Samuel Guy qui va nous parler